Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans cette première édition de la journée. Depuis hier matin se tient une session de validation technique de l'étude d'évaluation des travaux restants du projet aéroport de Bamako. L'objectif de cette session est de partager avec la Banque islamique de développement, la BID, et la partie malienne le rapport provisoire de la société canadienne chargée des travaux d'achèvement du projet. Un reportage de Garibou Pérou. Les travaux du projet de modernisation et d'extension de l'aéroport international Bamako-Sénou vont bientôt redémarrer. Arrêté en janvier 2012 suite à la crise, le gouvernement du Mali a mis en place en janvier dernier une mission d'achèvement du projet de l'aéroport. Cette session qui se tient dans ce contexte permettra d'évaluer et de valider l'étude technique des travaux restants du projet aéroport. Techniquement, d'un point de vue du bâtiment, c'est exactement à peu près où on l'a laissé. Donc, c'est vraiment des travaux architecturaux dans un premier temps. Et deuxièmement, les équipements. Donc, on était rendu à l'étape de poser, d'installer et de mettre en marche tous les équipements qui sont requis pour un aéroport. Pour l'achèvement des travaux, le Mali a formulé une requête de financement auprès de la Banque islamique de développement. Après l'expertise de la mission d'achèvement du projet de l'aéroport, ces travaux seront réalisés par Roche Group Conseil, une société canadienne. Durant 3 jours, vous devez examiner avec professionnalisme et sans complaisance le rapport soumis par le bureau d'études Roche. En tant que spécialiste, vous mesurez tout l'intérêt que le gouvernement attache à la qualité des études afin de faciliter le processus de mobilisation des fonds auprès de ses partenaires. Votre assiduité, votre sens critique et votre réalisme permettront certainement d'accomplir cette tâche. Pour ne pas être pris à défaut, parce qu'on a reçu une requête de gouvernement, on a fait une provision d'environ 40 millions de dollars. Donc, mais l'étude de justement qu'on vient de faire, la validation de cette étude-là, va nous permettre de fixer les coûts. La mission d'achèvement du projet de l'aéroport est rattachée à la primature. À l'issue des travaux, un programme détaillé sera élaboré et présenté par le groupe canadien. Programme qui devra doter les partenaires et la partie malienne des moyens d'évaluation sur les derniers coûts du financement des travaux du projet aéroport Bamako-Sénou. La Cour constitutionnelle prépare activement l'élection présidentielle du 28 juillet 2013. En partenariat avec l'Organisation internationale de la francophonie, elle organise un séminaire de 3 jours sur le contentieux électoral. L'objectif est de s'approprier davantage les textes pour mieux gérer les litiges qui pourraient naître à l'issue de l'élection à venir. Bourama Traoré. Par contentieux électoral, entendez les litiges qui peuvent naître au terme d'un scrutin. Comment gérer ces litiges? La Cour constitutionnelle mène la réflexion à travers un séminaire d'échange. L'exercice devra permettre à la juridiction de mieux s'approprier les textes dans la perspective de l'élection présidentielle de juillet prochain. En organisant ce séminaire en partenariat avec l'Organisation internationale de la francophonie, la Cour constitutionnelle du Mali veut être fortement outillée pour gérer au mieux le contentieux électoral. Il s'agit donc, dans un souci d'anticipation, de réfléchir aux problèmes juridiques qui ne manqueront pas de se poser et de pouvoir y faire face avec comme seul repère l'arsenal juridique en la matière. Les décisions de la Cour constitutionnelle doivent se fonder sur les normes juridiques au sommet desquelles se trouve la Constitution. Il ne s'agit donc pas pour elle de se substituer au peuple souverain, mais de dire le droit en son nom. Le séminaire de 3 jours porte sur le contexte et les cadres juridiques des élections. Il est également question des modalités de saisine et des décisions rendues. Sur ce dernier point, il s'agit d'expliquer les motifs d'annulation, les conditions de recevabilité des requêtes et les délais des recours. Le tout pour permettre à l'institution de mieux jouer son rôle dans le processus électoral. Dans le processus électoral, il vous revient, conformément à la Constitution de 1992 et au Code électoral, dans une complémentarité avec les autres institutions, de veiller à la régularité du scrutin et de vider le contentieux lié aux élections. Il s'agit surtout de partager, dans le respect du contexte spécifique du Mali, les expériences riches et diverses en matière de gestion du contentieux des élections. Ce séminaire sur le contentieux électoral s'ouvre au moment où la Cour constitutionnelle est engagée dans le processus de réception des candidatures à l'élection présidentielle du 28 juillet 2013, une élection que la juridiction souhaite crédible et transparente.
Le ministre de l'Environnement et de l'Assainissement a visité vendredi dernier le chantier des futurs locaux de la Direction nationale des eaux et forêts et le centre de formation pratique forestier de Tabakoro. Un compte rendu de Adama Kodjo. Le chantier des futurs locaux devant abriter la Direction nationale des eaux et forêts est le premier lieu visité par le ministre de l'Environnement et de l'Assainissement. La nouvelle infrastructure de 3 étages est sur le point d'achèvement. Déjà, les bénéficiaires comptent l'occuper à partir du début du mois prochain. C'est un sentiment de satisfaction de constater que l'administration des eaux et forêts va avoir de meilleures conditions de travail. Donc être beaucoup plus productive, parce que je crois que c'est le fondement de toute administration. Nous avons environ un effectif qui tourne autour de 80 personnes. C'est des bureaux qui ne peuvent pas contenir tous ces effectifs. De telle sorte que, pour un départ, une division et un bureau vont rester, n'est-ce pas, à Bamako, le temps pour nous de pouvoir construire des annexes. Le centre de formation pratique forestier de Tabakoro est le deuxième endroit qui a été concerné par la visite ministérielle. Ici, c'est la vétusté des locaux du centre et l'état d'hygiène des dortoirs qui ont été déplorés. Je pense que nous allons nous employer pour que rapidement, en tout cas, beaucoup de choses puissent changer. J'ai aussi lancé un appel pour demander à ce que les élèves, les agents techniques, les techniciens en formation ici, puissent contribuer aussi. La visite a été également marquée par un entretien entre le ministre et les animateurs du centre de formation pratique forestier. Il était essentiellement question lors de cet entretien de la formation des encadreurs du centre et de son équipement. Conférence préparatoire des ministres africains de l'environnement autour de la convention de Bamako. Les experts d'une trentaine de pays sont regroupés pour évaluer les dispositions légales en vue d'une mise en œuvre effective de la convention. A rappelé, le traité interdit l'importation vers l'Afrique de tout produit dangereux. Moïse Traoré. L'Afrique veut prendre son avenir en main dans le domaine de l'environnement. Sur le continent, on estime urgent la mise en œuvre de la convention de Bamako. Avant la réunion ministérielle, les experts évaluent l'application du traité adopté le 31 janvier 1991 par 51 pays africains. Un traité qui interdit l'importation vers l'Afrique de tout type de déchets dangereux. Notre continent est prêt à montrer au monde notre résolution à gérer les déchets dangereux dans notre continent à travers la convention de Bamako. Et nous mettrons ici et ensemble toutes les dispositions légales pour la remettre debout et assurer sa bonne marche pour toujours. Attendue depuis une vingtaine d'années, cette nouvelle concertation interafricaine à Bamako regroupe les experts d'une trentaine de pays. Il s'agit de mettre à côté nos différences pour nous concentrer simplement sur notre dénominateur commun. Protéger les ressources naturelles, protéger l'environnement de ce continent pour que les populations de ce continent puissent jouir de l'utilisation de leurs ressources. La représentante de la Commission de l'Union africaine apporte le soutien de l'organisation. Fatmata Ndoye Diallo a préconisé la mise en œuvre effective des mécanismes de lutte contre les différentes formes de pollution. Un point de presse a suivi la cérémonie d'ouverture en présence des ministres burkinabés et mauriciens de l'environnement. La réunion des ministres est prévue pour mercredi. Le Mali enquête d'une nouvelle architecture de sécurité pour asseoir les acquis démocratiques. Les acteurs politiques, la société civile et les représentants du corps diplomatique se donnent 2 jours pour soumettre des propositions aux autorités maliennes. Mohamed Diarra, compte rendu. Quelle nouvelle architecture de sécurité pour le Mali? Une question lancinante et transversale qui réunit l'ensemble des différents acteurs à l'école de maintien de la paix. Le but des initiateurs est d'asseoir les balises d'un nouveau Mali démocratique avec des institutions fortes. Une architecture pour un pays, elle sert, disons, à sécuriser l'ensemble du pays, l'ensemble de ses intérêts également, internes et externes. Une architecture de sécurité, ça sert aussi de parade contre les facteurs d'insécurité et de criminalité qui prolifèrent aujourd'hui dans le monde et en particulier dans la bande sahélo-saharienne à laquelle nous appartenons. La discussion sur la future architecture de sécurité pour le Mali va au-delà de la réforme des forces armées et de sécurité, estime la représentante de la Fondation Friedrich Ebert.
L'idée de la conférence est d'inviter les acteurs de la sécurité à une redistribution et un partage des rôles sur toute la chaîne de commandement. La politique de sécurité est très importante dans la vie de la nation. Dans un système démocratique qui fonctionne, la politique de sécurité devra être soumise au contrôle démocratique, car la sécurité est l'affaire de tous. C'est pourquoi, dans la perspective d'une réforme de l'architecture de sécurité, il est important d'identifier le rôle des différents acteurs et s'assurer que chaque acteur contribue effectivement au respect et la mise en œuvre des dispositions sécuritaires élaborées par l'État. La tenue de cette conférence répond à un besoin exprimé par les autorités maliennes lors des États généraux sur la sécurité et la paix en 2005. Il est donc urgent de réfléchir à la nouvelle architecture de sécurité qu'il faut pour le pays. Cette conférence, honnêtement organisée par la Frédéric Ebert Stiftung et le ministère de la Sécurité intérieure et de la Protection civile, vient donc à point nommé. Pendant 2 jours, des experts de haut niveau, militaires et civils, vont exposer sur ce thème et apporter des éclairages qui seront utiles pour la gestion future de la sécurité au Mali. 5 thèmes seront débattus pendant les 2 jours. Les acteurs vont faire l'état des lieux de la sécurité au Mali, la politique de la défense au Mali, le rôle des parlementaires et de la société civile dans la gouvernance de la sécurité et de la paix au Mali. La faculté des lettres, langues et sciences du langage a tenu ce week-end sa semaine de l'étudiant. Pour cette première édition, le thème retenu est « Rôle et responsabilité de l'étudiant dans la construction d'un Mali nouveau ». Un reportage de Nouhoul Sissoko. L'édification nationale est un devoir qui incombe à tous et surtout aux jeunes. C'est dans cet élan que les étudiants de la faculté des lettres, langues et sciences du langage ont voulu s'inscrire. Ils viennent de choisir le thème « Rôle et responsabilité de l'étudiant dans la construction d'un Mali nouveau ». Vu l'état actuel de notre pays, il est nécessaire que les étudiants sachent ce qu'ils doivent faire pour la construction de ce pays. C'est pour cette raison que nous avons choisi le thème « Rôle et place de l'étudiant dans la construction d'un Mali nouveau ». Pour le secrétaire général du comité AEM de la faculté des lettres, langues et sciences du langage, des difficultés subsistent en dépit des efforts de son bureau. Il en appelle à la responsabilité de tous pour sauver l'année académique qui s'achève. Mes chers professeurs, avec humilité et souci de notre avenir, celui de vos enfants que nous sommes, à travers ma personne, les étudiants vous prient de rester dans les classes afin de leur permettre de faire des examens. Le doyen de la faculté n'a pas occulté les dysfonctionnements intervenus au cours de l'année. Aussi a-t-il invité les étudiants à se remettre en cause. S'il est vrai que la jeunesse, et particulièrement la jeunesse estudiantine et intellectuelle, doit jouer un rôle de premier plan dans la construction d'un Mali nouveau, il est tout aussi vrai que cela exigera de vous une remise en question de certaines habitudes. Des conférences, débats, des activités artistiques, culturelles et sportives sont le menu de cette semaine. La chronique santé porte sur l'infirmité motrice cérébrale ou EMC, une affection qui touche essentiellement les enfants et qui peut les handicaper à vie. Tenez-vous bien, sur 1000 enfants consultés au service de pédiatrie de l'hôpital Gabriel Touré, 300 à 350 le sont pour l'infirmité motrice cérébrale et nombreux sont ceux qui gardent à vie un handicap sévère. Tchessira Dambélé et Karunga Kourante. Geste mal coordonné d'un enfant en service de pédiatrie de l'hôpital Gabriel Touré, signe d'une infirmité motrice cérébrale, une affection qui touche dans le monde entre 40 et 60 millions d'enfants. À l'hôpital Gabriel Touré de Bamako, 300 à 350 enfants sur 1000 consultés en pédiatrie le sont pour ce handicap et une forte proportion d'entre eux garderont un handicap sévère, principale manifestation de l'IMC. L'enfant à 3 mois, 5 mois, 6 mois n'arrive pas à tenir la tête.
Pour ce qui est de la position assise, il ne peut pas s'asseoir. Arrivé à l'âge de marcher à quatre pattes, il ne peut pas marcher à quatre pattes. Arrivé à l'âge de la marche autonome, il ne peut pas les accueillir. Il fait tout en retard en somme. Toutes ces acquisitions sont en retard chez ces enfants-là. En dehors de la motricité, ces enfants vont avoir de grosses difficultés par rapport à la vision. Souvent, c'est les yeux qui dévient. Donc, ils ont des problèmes, des difficultés visuelles, même des difficultés à pouvoir identifier les lettres. Ils ont également des difficultés d'élocution. De grosses difficultés d'élocution, ce sont des enfants qui vont parler très en retard et quand ils parlent, c'est vraiment difficile à comprendre. Les statistiques disent également que 20% des cas d'IMC sont liés aux difficultés de l'accouchement. Mais la gamme de causes est plus large, infection avant, pendant, après la naissance et la liste n'est pas close. À l'origine de ça, une infection de la maman, une infection génitale qu'on appelle choréamniotite qui peut monter pour être simple et toucher l'enfant. Donc on les appelle nous des embryos fœtopathiques. Et par rapport à ça, il y a la syphilis qui est possible, il y a la rubéole congénitale, la cytomégalo, toutes les infections avant la naissance qui peuvent survenir chez la mère peuvent être à l'origine d'une infection du système nerveux central et entraîner des lésions et être à l'origine de ce problème. En dehors de ça, il y a des pathologies de la maman elle-même, les maladies de la mère comme le diabète, et qui sont des facteurs favorisants, mais pas des étiologies. L'absence de cris chez l'enfant qui naît est un des signes qui doivent alerter les parents dès la maternité. Les spécialistes nous disent que le plus grand problème au Mali, c'est la souffrance fœtale. Éviter à son enfant ce type de handicap demande une vigilance sur toute la ligne, à commencer par la surveillance des grossesses. Donc, une des mesures de prévention, c'est la surveillance de nos grossesses pour détecter les grossesses à risque et pour éviter justement qu'il y ait ces problèmes-là à un moment quelconque. D'autres mesures nous sont conseillées pour faire face aux problèmes d'hygiène de tous les jours. Il faut, par rapport à la méningite, vacciner. Par rapport au palu, assurer la prévention du paludisme et lutter contre les maladies diarrhéiques qui peuvent être source de déshydratation. Des mesures simples qui sont accessibles et qui permettent d'éviter une telle catastrophe, parce que réellement c'est une catastrophe. La prise en charge de l'infirmité motrice cérébrale commence par son diagnostic en pédiatrie, mais elle est surtout multidisciplinaire, impliquant neuropédiatres, kinésithérapeutes, orthopédistes, psychomotriciens, neurochirurgiens. Ici, dans de nombreux cas, on arrive à aider l'enfant à se scolariser, mais les grands défis restent nombreux au Mali. Par exemple, l'adaptation des textes et des structures d'accueil pour ce type de handicap. Une annonce avant de boucler ce journal. Avec un parti politique pour 100 000 habitants, le Mali s'affiche comme l'un des pays où la création de partis politiques connaît une véritable inflation, surtout en cette veille de présidentielle. Quelles sont les raisons de ce boom de formation politique et quelle incidence sur les élections futures et sur l'ancrage de la démocratie dans notre pays? La réponse à ces interrogations, c'est dans présidentielle, les vrais enjeux. Les représentants de certains partis les représentants de certaines entités politiques, un politologue sous la houlette de Boubacar et Youssouf Touré, analyseront sous tous les angles l'émiettement de l'espace politique au Mali. Retrouvez donc sur la radio nationale ce numéro, les vrais enjeux, ce mardi à partir de 21h. C'est la fin de cette édition. Merci de votre aimable attention et bonne suite des programmes de l'ORTM.